Chers auditeurs du Cercle Aristote et qui suivaient les entretiens de la quarantaine, bonjour. Merci de votre fidélité. Nous allons quitter un peu les mornes plaines de la crise sanitaire, en tout cas vu côté français, car l'actualité géopolitique bouge dans l'ombre de la crise et qu'il faut euh, se rappeler que le monde le monde est peut-être confiné, mais il ne s'est pas pour autant arrêté. Et pour cela, faire un petit tour d'horizon dans différents conflits géopolitiques qui continuent pendant cette crise ne nous fera pas trop de mal, et dont un en particulier, qui est notre sujet du jour, qui est le Venezuela. Nous avons le plaisir de recevoir Romain Migus. Romain Migus, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Nous vous remercions de l'avoir accepté. Alors, pour ceux qui, on va vous présenter brièvement, vous avez vécu au Venezuela pendant plus d'une décennie. Vous vous exprimez de manière assez continue sur le sujet de ce pays, euh, à travers vos réseaux sociaux, à travers des entretiens de presse. Beaucoup de nos camarades vous ont découvert par l'entretien que vous avez donné à notre collègue et ami Vincent Lapierre. Et, euh, à titre personnel, je suis très heureux de vous avoir à ce micro, pour une raison, loin de nous la volonté de nous mêler des affaires des Vénézuéliens. Je suis un partisan résolu de l'indépendance des États. Mais disons que beaucoup de nos auditeurs ont du mal à comprendre pourquoi, quand on leur parle d'un pays d'Amérique latine, une fois sur deux, alors quand c'est pas enfin d'ailleurs plutôt deux fois sur trois, c'est le Venezuela. Après, ça peut être l'Argentine ou le Brésil ou le Brésil, mais souvent ça tourne autour du Venezuela et les gens ne comprennent pas nécessairement pourquoi. Ne comprennent pas ce qu'il y a de si dangereux, ou ce qu'il y aurait de si dangereux dans ce pays qu'on parle de tous les travers. Et comme, disons, la parole occidentale est très représentée dans les médias français, nous sommes assez heureux de vous avoir, vu que sur le Venezuela, vous êtes quelqu'un qui est dans l'opinion minoritaire, c'est-à-dire que vous avez plutôt tendance à soutenir la stabilité du régime vénézuélien et justement d'essayer de voir à travers vos yeux quelle est la particularité du Venezuela et surtout, et ça sera ma première question, pourquoi qu'est-ce qui attire tellement les Occidentaux au Venezuela? Alors pour vous, c'est une question bateau, mais je pense qu'il faut revenir sur des états de fait. Qu'est-ce qui attire tant que ça les Occidentaux au Venezuela? Oui, alors déjà, je me permets de vous rectifier, Pierre-Yves, merci encore pour l'invitation. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer tous vos auditeurs, tous ceux qui vont nous écouter, évidemment, réagissez, puisque, comme vous l'avez dit, mon point de vue, on va dire, qui ne colle pas avec la doxa médiatique occidentale. En revanche, je vous reprends sur un point. Mon point de vue est minoritaire en Occident et majoritaire si on prend le reste du monde. C'est quand même un point de vue très partagé. Oui, oui, ça, je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est minoritaire au sens de ce qu'un lecteur francophone moyen, voire même bien informé, peut lire tous les jours dans sa presse quotidienne. Voilà, c'était à ce titre-là que je pensais minoritaire. C'est minoritaire par rapport au flux médiatique. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, vous avez rappelé que dès qu'on parle, enfin, dès que les médias s'intéressent, les médias dominants s'intéressent à l'Amérique latine, effectivement, deux fois sur trois, voire même trois fois sur quatre, c'est pour parler du Venezuela, et 95% des cas, c'est pour en parler de manière négative, non? De manière négative, d'une part, ou alors pour se prêter directement des campagnes
médiatiques calomnieuses, voire directement à des fake news. Donc, pourquoi le Venezuela a pris tant d'ampleur? C'est une vaste question. Donc, il faut évidemment remonter un peu en arrière et je crois remonter avant l'arrivée d'Hugo Chavez pour comprendre les mécanismes qui ont amené la révolution bolivarienne, puisque lorsqu'on parle du processus politique au Venezuela, on le nomme révolution bolivarienne en référence à Bolivar, qui a été le libérateur du Venezuela, mais aussi de plusieurs pays d'Amérique du Sud, du joug de l'Empire espagnol, donc au XVIIIe siècle. Au 18e, 19e. Donc, pour revenir, je crois qu'il est très important d'avoir en tête que le néolibéralisme, c'est-à-dire le monde qu'on nous impose en ce moment, à nous, peuples occidentaux, est né en Amérique latine il y a plus de 40 ans. Il est né au Chili avec, dans les bagages du coup d'État d'Augusto Pinochet et de l'arrivée de ce que l'on a appelé donc les Chicago Boys, c'est-à-dire les élèves de Milton Friedman, donc un des papes de cette théorie, j'allais dire économique, mais ça va bien au-delà d'une simple théorie économique, c'est vraiment une vision sociale, une vision du monde. Et depuis le Chili, il a irradié dans la plupart des pays latino-américains, puis il s'est transporté en Asie, en Russie, avant d'arriver en Europe. Quoi qu'il en soit, les conséquences du néolibéralisme dans les pays latino-américains, c'est-à-dire les pays pionniers de cette théorie, se sont fait sentir très rapidement. Et au cours des années 90 et 2000, on va avoir toute une série de révoltes sociales, dont la première a lieu au Venezuela. Ça a eu lieu le 27 février 1989. Le pouvoir d'alors, pouvoir social-démocrate d'ailleurs, d'alors, a appliqué encore une fois des mesures économiques dictées par le FMI, et dans ce paquet d'ajustements structurels, il y avait eu la mesure de trop qui était l'augmentation du prix de l'essence. Et l'augmentation du prix de l'essence a eu un effet boule de neige, avec évidemment l'augmentation du prix des transports, l'augmentation de la nourriture, et on a assisté à une véritable révolte sociale des personnes qui avaient été reléguées à la périphérie des villes ou dans les bidonvilles, comme on les appelle en France, dans les barrios, dans les quartiers populaires. Et c'est la genèse de ce qu'on appelle donc la révolution bolivarienne, puisque la répression a été féroce, hein, on parle de 3000 morts, avec un état d'urgence et l'armée, ou des bataillons de l'armée de province qui sont venus donc massacrer le peuple en révolte. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où la colère a explosé, mais aussi à partir du moment où le peuple s'est transformé et est devenu un sujet politique par excellence. C'est-à-dire que la petite classe moyenne ou les élites économiques et politiques au pouvoir ont vu apparaître un peuple qui ne pensait pas, qui méprisait, qui ne pensait même pas qu'il pouvait exister. À partir de ce moment-là, il y a eu toute une prise de conscience, et je crois que cette prise de conscience s'est organisée autour de 3 points. Une demande sociale, puisque le néolibéralisme en Amérique latine, au Venezuela en particulier, avait complètement déstructuré l'État, avait cassé complètement les services publics, donc il y avait une demande de protection sociale. Il y avait aussi une demande de souveraineté. Et ça, je crois que c'est très important, c'est-à-dire que les Vénézuéliens n'en pouvaient plus de se faire dicter leur politique par des organismes extérieurs, comme le FMI ou la Banque mondiale, et que leurs représentants politiques, finalement, le faisaient. C'est-à-dire ceux sur lesquels ils avaient encore un minimum de pouvoir par le vote, ne faisaient qu'appliquer des décisions qui étaient prises à Washington. Donc, une demande de souveraineté. Et la troisième patte de ces revendications, c'est une demande d'approfondissement de la démocratie. C'est-à-dire
de ne plus se cantonner à la seule démocratie représentative, mais aussi de construire en parallèle une démocratie participative, c'est-à-dire un espace où le peuple puisse prendre des décisions de manière continue et ne délègue plus sa souveraineté à un représentant tous les 4 ou 5 ans, mais l'exprime de manière permanente. Voilà. Donc, c'est ces réflexions qui ont aussi amené, donc en 1992, un jeune lieutenant-colonel à l'époque a tenté un coup d'État contre ce système pourri qui n'avait plus du tout le soutien de la grande majorité des Vénézuéliens, qui ne tenait que par une élite politique et économique. Je parle évidemment de Hugo Chavez. Alors Hugo Chavez a manqué cette épreuve de force, il l'a payé puisqu'il allait en prison avec tous ses partisans, mais le peuple a vu dans ce mouvement civico-militaire une possibilité de rompre, de fissurer le système qui les oppressait jusqu'alors et de pouvoir faire avancer leurs revendications. C'est ce qui s'est passé lorsque Hugo Chavez se présente à l'élection et remporte l'élection en 1998. En 1999, devient le président du Venezuela. La première mesure qu'il a prise, c'est de convoquer une assemblée nationale constituante pour redéfinir les règles du jeu, redéfinir la charte suprême qui va dicter les règles de la vie collective, de la vie commune, de la vie politique au Venezuela. Et cette constituante, évidemment, s'est faite avec une énorme participation populaire. Dans tous les villages, les gens écrivaient des chartes ou des propositions de loi qui étaient amenées à l'Assemblée constituante, discutées. C'est-à-dire qu'il y a eu un véritable bouillonnement populaire qui a posé les bases finalement. Ces comités constituants ont posé les bases de la démocratie participative. Et ça, je crois que c'est très important. C'est-à-dire que le mouvement donc qui est arrivé au pouvoir, donc Hugo Chavez évidemment, est rentré en collusion ou alors a su interpréter les demandes du peuple et a répondu aux 3 piliers que je vous avais nommés juste avant, donc avec une réaffirmation de la souveraineté de l'État, la souveraineté de la nation et la souveraineté populaire, mais aussi approfondir la démocratie, je pense que nous y reviendrons un peu plus tard, et évidemment renforcer la protection sociale. Je voudrais à ce niveau-là préciser aussi à vos auditeurs que le Venezuela, c'est les premières réserves de pétrole prouvées au monde, ce sont les deuxièmes réserves d'or au monde, avec d'énormes réserves en gaz, en eau douce, en thorium, en bauxite, en coltan, c'est-à-dire énormément de richesses dans le sous-sol du Venezuela. Donc voilà pourquoi, j'ai essayé de faire court, vous me pardonnerez si je me suis un peu étendu, mais voilà pourquoi on entend beaucoup parler, et évidemment en mal, du Venezuela. D'une part, pour le mauvais exemple politique que le Venezuela donne au peuple du monde, c'est-à-dire mauvais exemple entre guillemets, évidemment nous ne sommes pas en vidéo, mais je mets entre guillemets, c'est-à-dire pour les élites, il s'agit évidemment d'un mauvais exemple de démocratie participative, de redistribution de la richesse et de récupération de la souveraineté nationale et populaire. Et puis, évidemment, les réserves de pétrole, mais aussi les richesses du sous-sol vénézuélien attirent évidemment tous les prédateurs de la terre, toutes les multinationales, et particulièrement celles des États-Unis. Justement, on va prendre ces 2 points avant d'arriver sur justement les derniers développements à la fois sécuritaires et épidémiologiques, vu que le Venezuela fait face à l'épidémie de coronavirus comme la quasi-totalité des États au monde. Mais on va prendre brièvement ces 2 points. Il faut, je pense, clarifier certaines données stratégiques pour nos auditeurs. Le pétrole vénézuélien, c'est 3 jours de mer. Pour les États-Unis. États-Unis. Là où le pétrole du Moyen-Orient, c'est 30 jours de mer. Donc, ce serait, d'après certaines données, les premières réserves mondiales seraient au Venezuela.
Donc, ça attire plus que des convoitises. En plus, il n'y a pas que du pétrole. Deuxième élément, et là je parle sous votre contrôle, il y avait une particularité du Venezuela. C'est un pays où la bourgeoisie est moins industrieuse, était moins industrieuse que dans beaucoup de pays d'Amérique latine. C'est-à-dire c'est une bourgeoisie rentière, d'abord sur le cacao, puis sur le pétrole. D'où certaines peut-être difficultés qui ont beaucoup nui, par exemple, au régime de Chavez, c'est que comme une partie de la bourgeoisie n'a pas industrialisé le pays tant que ça, le Venezuela doit acheter beaucoup de denrées à l'extérieur grâce à l'argent du pétrole, ce qui permet de saboter à intervalles réguliers ces circuits d'alimentation. En tout cas, c'est ce que nous, dans les milieux stratégiques, nous avions observé. C'est-à-dire de faire monter la grogne contre le régime en sabotant l'arrivée des denrées et en facilitant le marché noir. Ce qui est assez facile à faire depuis l'extérieur quand on sait s'y prendre. D'ailleurs, les États-Unis n'ont pas utilisé ça que contre le Venezuela, ils ont utilisé contre le Nicaragua quelques années avant. Mais je pense que pour bien faire comprendre à nos auditeurs, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le Venezuela comme enjeu de pouvoir aux États-Unis? C'est-à-dire, si vous voulez, on a eu tendance à penser que, particulièrement depuis l'arrivée de l'administration Trump, que parce qu'il y avait, comment dire, un éloignement des questions moyen-orientales, on mettait plus l'accent sur le Venezuela que dans l'ère Obama. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est une illusion d'optique? Non, je pense que le Venezuela, dès l'arrivée de Hugo Chavez au pouvoir, a été, on va dire, dans l'œil des faucons de Washington. Il faut se rappeler que là aujourd'hui, là, évidemment, on parle beaucoup de Monsieur Trump qui a, on va dire, son franc-parler et c'est un euphémisme. Mais finalement, la politique extérieure des États-Unis par rapport au Venezuela, euh, si on s'éloigne un peu des discours et des médias, n'a que peu changé depuis l'accession de Hugo Chavez au pouvoir. Je rappelle quand même que lorsque George Bush, donc George Walker Bush, dont le fils était président, il y a eu un coup d'État donc contre Hugo Chavez en 2002. Il y a eu d'autres tentatives de coup d'État. Il y a eu des sabotages, un sabotage de l'industrie pétrolière. Lorsque Obama a pris le pouvoir, donc on va dire que c'était moins grossier, mais il a développé toute une série de soft power en renforçant le rôle des ONG, le rôle néfaste évidemment des ONG qui ne sont pas des ONG puisqu'elles sont financées en grande partie par Washington pour déstabiliser les structures de l'État vénézuélien. Monsieur Obama, enfin en tout cas son administration, ont aussi participé de manière directe ou indirecte dans le coup d'État au Honduras contre Manuel Zelaya, dans le coup d'État contre Fernando Lugo au Paraguay ont aussi déstabilisé l'Équateur avec la tentative de coup d'État contre Rafael Correa en septembre 2010. Donc on ne peut pas dire que Barack Obama était un saint en Amérique latine, bien au contraire. Et ce n'est pas parce qu'il a eu le prix Nobel de la paix, me semble-t-il, que évidemment, nous allons oublier ces actes guerriers contre les peuples latino-américains. Effectivement, vous avez bien fait de mentionner aussi que la bourgeoisie du Venezuela, ou disons une grande partie de cette bourgeoisie, est une bourgeoisie comprador, donc qui achète des produits à l'étranger pour les importer et qui de fait dépend de l'industrie pétrolière, puisque l'industrie pétrolière produit 95% des devises du Venezuela. Donc effectivement, si vous attaquez l'industrie pétrolière, comme c'est le cas depuis quelques années, vous faites baisser les rentrées de devises au Venezuela et par le même fait baisser les importations. En ce qui concerne les attaques sur l'alimentation, c'était surtout des attaques sur la distribution de l'alimentation. C'est-à-dire que les aliments ou les médicaments, à l'époque en tout cas, arrivaient au Venezuela, mais étaient immédiatement détournés en Colombie ou au Brésil
par des milieux d'affaires complètement corrompus et gangsters, hein, finalement. Donc, si vous voulez, l'administration des États-Unis a toujours eu le Venezuela en ligne de mire. Et encore une fois, évidemment, ça s'explique pour des enjeux énergétiques, mais pas seulement. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le Venezuela, sous l'ère de Chavez, et il faut rendre à César ce qui appartient à César, sous l'ère de Chavez et de l'action de son ministre des Affaires étrangères d'alors, qui était Nicolas Maduro, le Venezuela a exercé un leadership politique extrêmement important dans la région, et notamment en favorisant la création de l'Union des Nations sud-américaines et de la communauté des États latino-américains et caribéens. C'est-à-dire, dans le premier cas, tous les pays d'Amérique du Sud, 12 pays d'Amérique du Sud, et dans le deuxième cas, tous les pays du continent, à l'exception du Canada et des États-Unis. Le Venezuela a aussi expérimenté une organisation supranationale basée sur la coopération qui s'appelle l'ALBA, auquel prenaient part Cuba, l'Équateur, la Bolivie et des petits États de la Caraïbe. Donc, le leadership du Venezuela était on va dire un grain de sable dans la chaussure de l'Empire, puisque cette union des nations sud-américaines ou de la CELAC était basée sur l'intégration régionale, c'est-à-dire de favoriser le commerce ou les échanges entre les pays d'une même région avant des accords bilatéraux avec les États-Unis, ce qui était la norme évidemment avant l'arrivée de M. Chavez au pouvoir, de M. Lula, de M. Rafael Correa, de M. Kirchner, etc., etc. Donc, évidemment, on va dire une des pierres angulaires de toute cette construction que l'on a pu voir dans les années 2000, c'était le Venezuela, d'où la violence contre le Venezuela, violence qui a évidemment redoublé avec la mort d'Hugo Chavez et l'arrivée au pouvoir du président Maduro. Justement, là nous avançons dans le temps et dans les sujets. Je pense qu'on peut maintenant détailler un petit peu parce que bon, il y a eu tout un ressac du socialisme latino-américain avec d'ailleurs des personnalités dont on peut apprécier ou ne pas apprécier l'action, mais qui ont vécu tout de même des traitements que je qualifierais de spéciaux, voire de paralégaux. Je pense particulièrement à Lula sur ce point-là. Quoi qu'on pense du personnage au demeurant, hein, un coup d'État est un coup d'État, peu importe où il est fait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, enfin, je pense que ce qui intéresserait beaucoup de gens à comprendre, c'est aussi, et vous l'avez souligné dès le début de notre entretien, que le Venezuela a un système institutionnel, disons, qui pourrait, surprendre énormément des pays occidentaux où la crise de la participation démocratique est croissante. Je parle même pas de pays qui sont aujourd'hui, sous-vassalisés par des structures type Union européenne ou d'autres, où là, pour le coup, la participation civique est devenue une sorte de vieux souvenir ou de sujet de colloque où tout le monde sait qu'il n'y a plus d'enjeu. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la démocratie vénézuélienne pour vous? Alors, ce qu'il faut voir, puisque vous avez mentionné donc le socialisme latino-américain, donc je prends un terme générique. Je prends un terme générique qui englobe tous les types de gauche latino-américaines qui sont arrivées au pouvoir et qui, certaines, l'ont perdu dans les années récentes. Oui, alors moi je parle plutôt de gouvernement national populaire. Parce que, si vous voulez, si on prend avec les lectures du socialisme, en tout cas du socialisme européen, il y a certaines choses qui vont rentrer en contradiction avec les propositions politiques de tous ces pays-là, par exemple. Je vous donne un exemple. Monsieur Rafael Correa, en Équateur, donc qui a été président pendant 10 ans en Équateur, Monsieur Rafael Correa
qui a énormément fait pour la consolidation de l'institution, de l'institutionnalité, la reconstruction de l'État, la redistribution des richesses, était par exemple un fervent opposant à l'avortement et sur certains sujets sociétaux aurait été qualifié, en tout cas en France ou en Europe, d'extrême droite. Vous voyez. Donc je dis ça juste pour montrer, en fait, essayer de montrer à vos auditeurs qu'il faut essayer d'aller au fond des choses et au fond des faits pour essayer de comprendre la particularité de ces gouvernements. En tout cas, il y a une tendance, et deux tendances évidemment qu'on peut dégager. C'est des gouvernements qui se préoccupent avant tout de l'humain, de l'être humain, de la plus grande somme de bonheur possible, comme disait Bolivar, et qui sont, à divers degrés en tout cas, préoccupés aussi par le renforcement de leur souveraineté et l'approfondissement de la démocratie. Voilà. Une fois que ceci est en place, effectivement, là je suis d'accord avec vous, Hugo Chavez, le commandant Hugo Chavez, avait parlé pour essayer de généraliser ce modèle du socialisme du XXIe siècle. Donc, effectivement, c'est pour ça que ces gouvernements sont qualifiés de socialistes. En revanche, effectivement, il faudrait repenser, en tout cas, ce socialisme en France ou en Europe, pour essayer de pouvoir lire et décrire ce qui est en train de se passer en Amérique latine. Le Venezuela, dans les premières années, s'est rendu compte que son appareil d'État était complètement inopérant. Inopérant pourquoi? D'une part, historiquement, le Venezuela était une capitainerie. Ce n'était pas un vice-royaume comme la Colombie ou le Pérou au temps de l'Empire espagnol. C'était une garnison militaire, non? Donc déjà, historiquement, le Venezuela n'a pas eu de construction profonde d'un appareil d'État. Et puis évidemment, durant la longue nuit néolibérale, ce peu d'État a été complètement ravagé, complètement atomisé. Et donc, la première tâche des révolutionnaires bolivariens, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, c'est de mettre en pratique leur promesse électorale en sachant qu'ils ne pouvaient pas se baser sur l'appareil d'État car celui-ci était inopérant. Et je vais vous donner un exemple. De 2001, alors le Chavez, évidemment, a hérité d'une situation terrible au niveau social et notamment un grand nombre de Vénézuéliens analphabètes. Pour résoudre ce problème, de 2001 à 2003, il y a eu un plan d'alphabétisation qui a été lancé depuis le ministère de l'Éducation, c'est-à-dire depuis les structures de l'État. Et en 2 ans, ils ont réussi à alphabétiser 60 000 personnes hors des systèmes scolaires. Ce qui est, en comparaison avec ce qui se passait avant dans les régimes néolibéraux, une grande prouesse. Sauf que ce n'était pas assez. Chavez a très rapidement compris ça et a inventé un système qu'il a appelé le système des missions, qui a depuis été perfectionné avec les grandes missions, qui est une sorte de task force réunissant plusieurs ministères en lien avec les organisations populaires et en vue d'un objectif précis. Dans le cas de la mission que je suis en train de vous parler, qui s'appelait la mission Robinson, c'était l'alphabétisation de la population. Et en 2 ans, de 2003 à 2005, avec cette méthode participative qui impliquait les organisations de voisinage, qui impliquait les organisations populaires, il y a eu 1,5 million de Vénézuéliens alphabétisés hors des systèmes scolaires. Le pays a été déclaré en 2005, en octobre 2005, pays libre d'analphabétisme par l'Organisation des Nations Unies. Et donc, si vous voulez, ce système des missions, ce lien avec les organisations populaires a donné lieu à d'autres expérimentations du gouvernement bolivarien dans des sujets comme la santé, la culture, les titres de propriété dans les villes, notamment les terres urbaines, puisque les gens avaient construit de manière anarchique leurs petites maisons dans ce qu'on appelle en Europe les bidonvilles, et évidemment n'avaient pas de propriété, donc en fait ils n'apparaissaient absolument nulle part, ce qui évidemment ouvre des problèmes quand vous voulez ouvrir un compte dans une banque ou obtenir un prêt, etc. Et donc il y a eu toute une grande mission superbe qui a
impliquer les organisations populaires pour faire un cadastre de leur territoire et même l'histoire de leur barrio, de leur quartier populaire. Et donc, ce modèle qui impliquait donc, comme je l'ai dit, les citoyens, et de manière permanente, a été amélioré à partir de 2006 avec la création du conseil communal. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que le conseil communal? Eh bien, c'est le plus bas échelon administratif du pays, du Venezuela. Il est composé de 200 familles en ville, 120 à la campagne et 70 dans les territoires indigènes. Et ce sont les gens qui font partie de ce conseil communal qui définissent eux-mêmes le territoire d'action du conseil communal. Et le conseil communal va prendre des décisions en assemblée générale avec les voisins, avec la communauté de voisinage, des actions qui vont évidemment changer le quotidien des gens. C'est-à-dire que les gens sont de manière permanente sollicités pour faire vivre leur quartier ou leur association, leur communauté de voisinage. Au niveau culturel, au niveau de la santé, au niveau de la sécurité, au niveau de l'éducation, au niveau de l'alimentation, etc., etc. Ça, c'est très important puisque aujourd'hui au Venezuela, il y a 47 834 conseils communaux, c'est-à-dire 14 millions de personnes organisées en démocratie directe pour faire vivre leur quartier, c'est-à-dire la moitié du pays. Ça, c'est un premier point important. En revanche, vous pourriez me dire, oui, mais l'argent, comment faire pour réparer le toit d'une école ou un tout à l'égout si finalement, à un moment donné, il faut bien de l'argent. C'est un problème qui a été soulevé aussi par Hugo Chavez et il a appelé à la construction des communes socialistes. Qu'est-ce que la commune? C'est une agrégation de conseils communaux autour d'un projet productif en propriété sociale. Je m'explique, tranquillisez-vous, je m'explique. Plusieurs conseils communaux, donc qui eux-mêmes organisent la vie d'un nombre de personnes relativement important, s'organisent pour passer, on va dire, à un échelon supérieur, mais autour de projets productifs. Alors en milieu rural, par exemple, ça va être bien évidemment de l'agriculture. En milieu urbain, on peut avoir différents autres projets comme des projets de briqueterie, des projets de recyclage. Je vous donne des exemples en pensant à des cas extrêmement précis, hein, des boulangeries communales, etc., etc. Et l'argent qui est gagné, les bénéfices qui sont gagnés par ces entreprises ne sont pas reversés aux actionnaires, il n'y a pas d'actionnaires bien évidemment, mais servent à financer des projets au sein de la commune et au sein des conseils communaux. Alors, vous allez me dire, comment ça s'est fait? Eh bien, si on se base sur la démocratie participative, on ne peut pas l'imposer d'en haut. Donc, c'est par la base, c'est par le bas, c'est par les citoyens ordinaires que ce système a dû croître. Donc ça prend un peu plus de temps et surtout, comme c'est un système relativement neuf, en tout cas dans la pratique, il y a aussi des erreurs et des errances. C'est-à-dire que de 2006 à 2009, la loi sur les conseils communaux a été réformée 13 fois par l'Assemblée nationale. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens voyaient qu'à un moment donné, un article de loi faisait tomber leur action dans une impasse, etc. Il faisait remonter à travers le ministère des Communes ou à travers les organismes appropriés de l'État vénézuélien ou par le parti à l'Assemblée nationale pour corriger la loi. Donc, ils sont allés effectivement en tâtonnant. Et là où on voit que tout de même cela fonctionne, moi-même, j'ai été fondateur du conseil communal dans mon immeuble à Parque Central, à Caracas, donc qui est un quartier de classe populaire, toute petite classe moyenne dans le centre de Caracas. Et c'est en 2008, et je peux vous assurer qu'on avançait en tâtonnant.
on a passé des journées entières, des samedis entiers exactement, à essayer de s'organiser, essayer de faire des projets pour la communauté, etc., etc. Non, aujourd'hui, vous allez dans les mêmes lieux à Caracas ou dans le pays, le conseil communal est complètement institutionnalisé et accepté par tous. Vous voyez, donc là, il y a véritablement un changement de paradigme politique qui implique la population de manière permanente et qui donne finalement un sens nouveau à la politique, sens nouveau qui, à mon sens, ferait bien de s'étendre par chez nous. Maintenant, si vous voulez, merci pour ces explications. Maintenant, je pense que c'est assez clair. Je voudrais juste faire un point pour nos auditeurs qui objecteraient, parce qu'il y a, si vous voulez, je, je rappelle juste trois légers points avant que nous passions à la dernière partie de l'émission sur le Venezuela face aux menaces actuelles. C'est premièrement le Cercle Aristote, un organisme d'éducation populaire. Donc, nous avons, disons, eu des gens, enfin, nous avons entendu des gens, par exemple, un de nos proches, qui est un intellectuel latino-américain, un nicaraguayen, Norman Palma, est assez dubitatif, lui, sur ce type d'expérience, mais dont c'est pas le sujet premier. À la base, il est avant tout spécialiste des étalons monétaires, il était professeur en France. Mais si vous voulez, premièrement, c'est aussi pour ça que nous vous avons invité, sans nous mêler d'un côté ou d'un autre des affaires du Venezuela. Premièrement, ce que vous dites, les Français ont peu de chances de l'entendre ailleurs. Et déjà. Ça, c'est fort dommage. Et ça, c'est fort dommage. C'est pour ça que j'ai voulu que vous soyez là. Deuxièmement, les données alors, elles sont pas expliquées aussi bien que vous le faites, mais qu'on le veuille ou pas, et ça, je fais confiance pour le coup aux statistiques onusiens parce que je ne suspecte pas l'ONU d'être bolivarienne, faut quand même pas, sinon on tomberait vite dans la théorie du complot. Le Venezuela a fait des bons extraordinaires en termes d'alphabétisation, d'accès à la santé, et c'est les premiers services qu'un État doit à son peuple. Qu'on le veuille pas, qu'on les aime pas, ça c'est un constat au moins sur lequel nous pouvons tous nous entendre. Et dernier point, cet État est victime, qu'on le veuille ou non, d'attaques à répétition, et ça va nous emmener vers la dernière partie. Et nous sommes, en tout cas c'est l'un des points de travail de mon équipe, des partisans résolus et absolus de la souveraineté des États et de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, et donc du droit international classique. Donc, si vous voulez, il est tout à fait normal d'entendre aussi la parole à la défense d'un pays qui vit au moins un bombardement médiatique permanent. Je ferme la parenthèse. Pouvez-vous juste, avant que nous entrions dans les derniers points de l'actualité récente, rappeler brièvement quelles sont les sanctions aujourd'hui à l'œuvre contre le Venezuela, que les gens voient bien ce qui frappe le Venezuela au jour le jour? Tout à fait. Alors, encore une fois, je vais revenir un tout petit peu en arrière, mais alors je vous rassure, je ne vais pas revenir au 19e siècle, je ne reviens pas à Bolivar, je reviens juste en 2013, donc au 5 mars 2013, donc là, le décès de Hugo Chavez, et l'organisation quasiment immédiate de nouvelles élections avec pour le camp, on va dire, chaviste, la participation de M. Nicolas Maduro, que Chavez avait désigné avant de mourir comme son dauphin, et M. Capriles Radonsky, donc un membre de l'oligarchie économique vénézuélienne, pour le camp de l'opposition. Le pari de l'opposition, mais plus encore de leur commanditaire à Washington, c'était que la révolution bolivarienne ne se remettrait pas de la mort d'Hugo Chavez. Et Nicolas Maduro, le 14 avril 2013, gagne les élections avec des observateurs internationaux, avec un système électoral très pointilleux. Je crois
il faut malheureusement prendre 2 minutes pour expliquer à vos auditeurs, parce que effectivement, comme ils sont bombardés de manière permanente sur des élections frauduleuses, etc. Le système vénézuélien, alors je précise que j'ai voté, moi je vote au Venezuela pour les élections locales, puisque les étrangers résidents peuvent voter pour les élections locales. Donc c'est un système que j'ai expérimenté. Vous entrez dans le centre de vote, donc on prend évidemment vos coordonnées. Le vote est électronique. Et pour enclencher la machine, vous devez mettre votre empreinte digitale. Non ? Ensuite, la machine est enclenchée. Vous votez. Il y a un papier qui s'imprime avec votre vote que vous mettez dans une urne. On vous met ensuite de l'encre indélébile sur votre doigt pour une autre phase, pour éviter que vous ne revotiez par la suite. Voilà. Ça, c'est le jour de l'élection. Le soir de l'élection, par loi, 33% des urnes sont ouvertes pour vous vérifier si le résultat des urnes est bien similaire au résultat de la machine électronique. Par loi, 33,3% des urnes sont ouvertes et ces urnes sont décidées, les centres de vote sont décidés de manière aléatoire mais supervisés par tous les partis politiques qui participent à l'élection. Par la suite, lorsqu'il y a eu des résultats très serrés, comme c'est le cas donc, de l'élection de Nicolas Maduro en 2013, 100% des urnes ont été ouvertes. Et il n'y a pas eu de différence entre les résultats de l'urne et le résultat de la machine électronique. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi 14 audits réalisés préalablement avec la participation de tous les partis politiques vénézuéliens d'opposition et liés au chavisme pour réviser les machines électroniques, pour réviser l'assemblage des machines électroniques, la transmission des données, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est un système vraiment blindé que l'ancien président Jimmy Carter des États-Unis, qui n'est pas un bolivarien, qui n'est pas un marxiste, qui n'est pas un partisan d'Hugo Chavez et de Nicolas Maduro, avait qualifié le système électoral le meilleur du monde. Voilà, c'était il y a quelques années. Donc, je reviens sur la chronologie. Dès l'instant où Nicolas Maduro a gagné les élections en 2013, le 14 avril, le candidat de l'opposition et ses partisans ont lancé des groupes de choc dans la rue pour un affrontement, y compris armé avec les partisans de la démocratie et les partisans de la révolution bolivarienne. Il y a eu 11 morts et 44 blessés. Comme ils n'ont pas réussi à prendre le pouvoir par la force, que je ne dise pas de bêtises, quelques mois après, oui, en 2014, ils ont recommencé à essayer de reprendre le pouvoir par la force, et ça s'est traduit par 42 morts et plus de 800 blessés. Et à chaque fois, ce qui est étonnant, c'est que la majorité des morts, soit sont des partisans du chavisme, soit des policiers ou des militaires. Je vous laisse imaginer si en France, lors d'une manifestation, des policiers ou des gendarmes seraient assassinés à balles réelles. Je vous laisse imaginer ce qui se passerait. Donc, soit ce sont des militaires... Comment ? Nous sommes entièrement d'accord. Donc, des militaires et policiers, des partisans du chavisme, et aussi des gens qui n'ont rien à voir dans les manifestations. Encore une fois, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de recommencer en 2017, ce qui a donné lieu à une campagne médiatique infâme dans le monde entier, où on accusait le gouvernement de massacrer son peuple, alors que sur place, c'était exactement le contraire de ce qui se passait. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une tendance à ce que l'opposition soit plus soutenue par les classes moyennes et les classes supérieures de la société, qui sont au Venezuela plus blanches et les classes populaires plus, on va dire, marron ou noir, non ? Et il faut souligner qu'en 2017, il y a un jeune afro-vénézuélien qui rentrait du travail, qui a traversé une manif de ces jeunes étudiants des universités privées
Et dans ces manifestations participe aussi la pègre vénézuélienne, et cette personne a été brûlée vif. C'est-à-dire que lorsque ces gens suspectaient quelqu'un de chavisme, ils le brûlaient vif. Je crois que c'est quand même assez fort, non? Et pour être souligné, il y en a eu 7, par exemple, en 2017, des gens qui ont été brûlés vifs. En 2017, il y a eu donc une centaine de morts et plusieurs milliers de blessés. Voyant que ça ne suffisait pas, que Nicolas Maduro était encore au pouvoir, à partir de décembre 2014, les États-Unis, le Congrès des États-Unis, a voté une loi qui va être l'architecture législative des sanctions contre le Venezuela. Et la réplique de l'exécutif, du gentil Barack Obama, vous me demandiez tout à l'heure, est-ce que Barack Obama avait été un peu plus tendre que George Bush ou que Trump? C'est Barack Obama qui a émis le décret faisant du Venezuela une menace inusuelle, non, une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité intérieure des États-Unis. Bon, évidemment, c'est une véritable stupidité. Comment? Ce qui est fort de café, quand on connaît quand on voit ce qu'est l'armée vénézuélienne, quand on voit ce qu'est l'armée américaine, c'est fort de café. Évidemment, mais ils avaient déjà fait le coup, si on peut dire, avec le Nicaragua, qui est encore un pays encore plus petit que le Venezuela, donc, ou contre Cuba, non? Dans la région, en tout cas. Donc, si vous voulez, ce décret va être, lui, l'architecture depuis l'exécutif des États-Unis pour les sanctions. Je me permets, Pierre-Yves, parce que les sanctions, ou les mesures coercitives unilatérales qui ont pour but d'asphyxier le peuple vénézuélien et qui en partie réussissent à l'asphyxier ou en tout cas à le martyriser, sont complètement oubliées par les médias. Aucun média dominant ne parle des sanctions, et pourtant j'invite vos auditeurs à aller sur mon blog www.romaingus.info, puisque j'y tiens de manière permanente une chronologie des sanctions et des mesures de rétorsion à l'économie vénézuélienne par les États-Unis et leurs alliés. Il y en a 26 pages. Donc, je ne vais pas évidemment me lancer à les expliquer. Le lien sera en description. Hein, Très bien. Je pense que c'est intéressant parce que vous allez voir la brutalité et la barbarie de la guerre économique qui est menée contre le Venezuela. Et cette chronologie des sanctions ne touche pas d'autres aspects de la guerre économique, comme la spéculation sans nom contre la monnaie nationale, qui a détruit la monnaie nationale, ne touche pas non plus la contrebande d'extraction, c'est-à-dire le fait que des réseaux de crimes organisés dévient de la nourriture, des médicaments vers des pays voisins, ne mentionne pas les trafics de billets de banque du Venezuela. Imaginez que en 2016, au Paraguay, la police paraguayenne est entrée chez un commerçant paraguayen et il a découvert dans une remise 30 tonnes de billets de banque vénézuéliens. Le Paraguay est à 8 000, 9 000 km du Venezuela. Qu'est-ce que ça faisait là? Vous voyez? Et il y a eu toute une série d'actions pour miner l'économie vénézuélienne, et les sanctions, les mesures coercitives unilatérales, évidemment, en font partie. Quel est le but? Le but, il est très simple, c'est d'empêcher quiconque de commercer avec le Venezuela. C'est-à-dire, Pierre-Yves, si vous voulez, si une vérité, ou je ne sais pas, peut-être avez-vous la fortune, mais j'en doute parce que sinon vous auriez acheté un média dominant, mais peut-être que je me trompe. Si vous achetez par exemple un bateau et vous dites tiens je vais envoyer 25 000 tonnes de blé au Venezuela, dès l'instant où vous allez accoster à La Guaira, au port, principal port du Venezuela, vous allez tomber, vous, personnellement, votre société d'armateurs et votre bateau sous le coup des sanctions des États-Unis. Et votre bateau, il va bien falloir qu'il reparte. Et si vous repartez et que vous allez accoster au port du Havre, alors c'est le port du Havre qui sera sous la menace de sanctions des États-Unis. C'est extrêmement brutal et ça vise évidemment à un blocus total de l'économie du Venezuela. Et puis, évidemment, les États-Unis s'en prennent à la ressource principale du pays, qui est le pétrole.
en empêchant le Venezuela de vendre son pétrole. Et figurez-vous que ça a des effets. La Chine, par exemple, la National Chinese Petroleum Corporation a arrêté d'acheter du pétrole vénézuélien le 16 août 2019 parce que ils s'exposaient à des sanctions avec les États-Unis et que dans leur guerre commerciale avec ce pays, ils n'avaient pas besoin de ça. Rosneft, qui commercialisait plus de 65% du pétrole vénézuélien, est tombé sous le coup des sanctions et a dû abandonner aussi le Venezuela. Donc, évidemment, c'est une manière d'essayer de ruiner l'économie du Venezuela. Et, à travers ça, son système d'importation de nourriture, de médicaments, etc. Pour conclure sur les sanctions, je vais citer non pas des révolutionnaires bolivariens, je ne vais pas citer non plus de partisans de ce projet politique, je vais citer des gens, des membres de l'administration des États-Unis. En premier lieu, je vais citer William Brownfield, qui a été ambassadeur des États-Unis au Venezuela et en Colombie. Et lorsqu'on lui demande, en avril 2018, sur Voice of America, lorsqu'on lui demande, mais William Brownfield, pourquoi ne pas avoir sanctionné PDVSA plus tôt, William Brownfield répond, parce que cela va occasionner une débâcle complète de l'économie du pays, mais nous l'avons fait, même si cela doit avoir pour conséquence même cela doit avoir pour conséquence le pourrissement de la vie de milliers de Vénézuéliens. Donc là, il était clair. Je vais vous citer une deuxième citation qui est de John Bolton sur la chaîne Univision en avril 2019. John Bolton, donc ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, on lui demande qu'est-ce que font les États-Unis économiquement au Venezuela, et John Bolton répond les États-Unis sont en train de faire comme le Dark Vador dans Star Wars lorsqu'il étrangle lentement quelqu'un. Voilà. Je poursuis mon petit florilège de citations en citant Thomas Shannon qui a été vice-secrétaire d'État des États-Unis sous Obama et qui a comparé la politique de sanctions des États-Unis au bombardement de Dresde et Tokyo par les Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comme on le sait, ça a fait plusieurs centaines de milliers de morts. Et puis, je terminerai, pour pas vous ennuyer, mais au moins ça vous donne la dimension de la cruauté de ce système barbare, par le sénateur républicain en plus, donc du parti de Trump, de Virginie, Richard Black, qui a déclaré le 19 décembre 2019 à Sputnik, nous, alors quand il dit nous, c'est les États-Unis, nous avons spéculé et attaqué leur monnaie. Par le système international bancaire, nous les avons empêchés de se refinancer et aujourd'hui, nous venons dire, regardez comme ce gouvernement est mauvais, il n'arrive pas à contrôler sa monnaie. Donc vous voyez, je ne me base pas sur des préjugés ou sur des partis pris politiques, mais sur les aveux de membres de l'administration américaine dont le but est de martyriser et d'asphyxier la population vénézuélienne, peu importe le nombre de morts que cela occasionnerait. Donc, nous avons les sanctions et la guerre économique. Nous avons aussi un front institutionnel qui s'encastre bien dans ce que l'on nomme la guerre de quatrième génération ou la guerre hybride que se livrent les États-Unis et leurs alliés contre le Venezuela. Le front institutionnel, que nous avons pu voir d'ailleurs précédemment en Libye ou en Syrie, non, je crois qu'il faut se rappeler en Libye de Mustafa Abdel-Jalil, qui était le président du Conseil national de transition, eh bien, ce rôle-là, aujourd'hui, au Venezuela, est joué par M. Juan Guaido, c'est-à-dire un président illégitime qui s'est déclaré président au détour d'une rue. Alors évidemment, ça ferait rire beaucoup de monde s'il n'était pas reconnu par la plupart des pays occidentaux, c'est-à-dire par une quarantaine de pays sur les 193 que compte l'ONU. Et en marge de cette présidence parallèle,
les États-Unis et leurs alliés vénézuéliens ont créé un pouvoir judiciaire parallèle, un pouvoir législatif parallèle, un pouvoir électoral parallèle, etc., etc. Donc il y a un front effectivement institutionnel. Il y a évidemment un front diplomatique pour essayer d'isoler le Venezuela, non, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de lien avec de grandes puissances, des puissances moyennes, ou en tout cas de partenaires sur la scène internationale. Alors, aujourd'hui, le Venezuela a énormément de liens, hein, quoi qu'en disent les médias dominants en Occident. Le Venezuela a de très bonnes relations, évidemment, avec la Chine, avec la Russie, mais aussi avec la Turquie. La Turquie raffine l'or vénézuélien, notamment, avec l'Iran. Je crois que c'est intéressant de mentionner qu'au cœur même de la pandémie, et alors que l'Iran est très touché par cette pandémie, c'est l'Iran qui a envoyé au Venezuela des ingénieurs et des pièces de rechange pour réparer une raffinerie qui était endommagée dans le pays. Et le Venezuela n'avait plus de pièces de rechange puisque étant sous blocus. Il y a évidemment donc le front institutionnel, le front diplomatique, le front psychologique et médiatique, c'est-à-dire un front de fake news. Et là, c'est très grave puisque ce sont vos auditeurs qui sont les cibles. Alors, pas que vos auditeurs, évidemment, mais vos auditeurs, les citoyens du monde entier qui sont les cibles de cette guerre. Ce sont leur cerveau qui est visé, avec un bombardement de fake news de manière permanente, tant au niveau national qu'au niveau international. Alors, ça va de fake news, on va dire un peu rigolote, non? Comme par exemple que les Vénézuéliens ont tellement faim qu'ils avaient mangé les animaux du zoo. Non, on a vu ça dans tous les médias. Évidemment, c'est faux. Hein, il y a encore les animaux dans le zoo de Caracas. À des fake news un peu plus problématiques. Lorsque le journal Le Monde dit que le gouvernement du président Maduro a massacré 18 000 personnes, ça c'est une fake news assez grave, alors que c'est faux. Voilà. Voilà. Donc, et puis donc, comme je vous l'avais dit, donc le front économique avec le système de barbare de sanctions et de guerre économique, et puis le front militaire qui diffère de la représentation de la guerre telle que la majorité des citoyens se la font et qui est très liée à l'imagerie que nous avons en tout cas depuis la guerre du Golfe, la première et surtout la deuxième, c'est-à-dire un bombardement, une invasion, le chef d'État cible est capturé, exécuté, et ensuite il y a un blackout médiatique sur le pays. Non, là, je crois qu'il faut, pour comprendre la guerre qui a déjà commencé, le front militaire a déjà commencé au Venezuela, je pense qu'il faut avoir plus en tête, si on veut essayer de se la matérialiser, ce qui s'est passé en Libye ou ce qui se passe encore actuellement en Syrie. C'est-à-dire que cette guerre, qui est une guerre de territoire et de couloirs stratégiques, va avoir le concours de plusieurs groupes qui d'ailleurs n'ont pas forcément de relation entre eux. Vous allez avoir des déserteurs de l'armée vénézuélienne, des mercenaires étrangers, des membres de la pègre très actifs. Le crime organisé très malheureusement très actif contre le gouvernement bolivarien, surtout évidemment pour dégager et asseoir leur emprise sur des territoires et des couloirs stratégiques, et évidemment s'alliant pour cela avec d'autres factions guerrières qui menacent le Venezuela. Les paramilitaires colombiens, je ne sais pas si on aura l'occasion de plus d'expliciter, mais c'est une excroissance du conflit colombien. Pour ceux qui ont vu la série Narcos, on voit les horreurs que ces gens-là peuvent commettre dans leur pays, mais aussi au Venezuela. Vous avez donc des mercenaires étrangers, vous avez et puis des civils un peu excités qui participent aussi à des actes de sabotage. Donc, si vous voulez, ça s'exprime comment concrètement? Ça s'exprime par des sabotages, et notamment de l'industrie électrique, de l'eau, des raffineries. Il y a eu des oléoducs qui ont été détruits par des incendies, par des bombes, des cuves pétrolières ou de naphtaline qui ont été détruits par les bombes, alors que la naphtaline est essentielle pour
procéder le pétrole lourd vénézuélien, des assassinats sélectifs de leaders paysans, surtout à la frontière avec la Colombie. Ça c'est très des leaders sociaux. Donc si vous voulez, le Venezuela est déjà en guerre. Ça s'est exprimé au cours de l'année 2019 par 5 coups d'État. Et je vais vous demander, Pierre-Yves, en avez-vous entendu parler dans les médias? Dans les médias, aucunement. Aucunement. Il y a eu un coup d'État le 23 février, une tentative en tout cas de coup d'État le 23 février que les médias ont déguisé en aide humanitaire. Je ne sais pas si cela vous vous rappelez parce qu'on en a parlé. Moi, il se trouve que j'étais à la frontière colombo-vénézuélienne le 23 février. Il ne s'agissait absolument pas d'aide humanitaire, il s'agissait effectivement d'un affrontement armé pour tenter d'envahir le territoire frontalier et d'en faire une base arrière, d'en faire un Benghazi vénézuélien. Voilà, c'était ce qui s'est passé ce jour-là. J'en suis un témoin privilégié. Le 30 avril 2019, une poignée de soldats a aidé Guaido à faire une opération médiatique qui aurait dû se terminer par un coup d'État militaire. Le coup d'État a été déjoué. Le 23 juin, un autre coup d'État a été déjoué. Et là, vous allez dire, mais attends, je ne comprends pas, ce type est complètement fou. Il nous raconte des trucs dont on n'a jamais entendu parler et il nous balance ça comme ça. Évidemment, je ne suis pas fou. Je vous invite à aller voir sur YouTube, puisque le coup d'État du 23 juin, les services de sécurité vénézuéliens avaient infiltré les putschistes et avaient filmé les réunions d'organisation du coup d'État. Et vous trouvez toutes ces réunions sur YouTube, puisqu'elles ont été filmées et diffusées par le gouvernement sur YouTube. Donc vous voyez, je ne suis pas fou. Vous pouvez aller voir quels étaient les plans, qui étaient les personnes qui sont présentes, puisqu'on les entend parler, etc., etc. Il y a eu une autre tentative de coup d'État le 29 août 2019, avec notamment l'attaque de la caserne des forces spéciales de la police, du tribunal suprême de justice et du palais présidentiel, évidemment, de Miraflores. Et puis, le 15 décembre 2019, il y a eu des membres de la PEGR, alors donc qui sont des combattants dans cette guerre de quatrième génération, qui ont donné l'assaut à 2 garnisons dans le sud du pays, à la frontière avec le Brésil, et qui ont volé des stocks d'armes pour évidemment partir dans une guerre type de guérilla. Évidemment, cela a échoué, ils ont été arrêtés et les armes ont été reprises. Mais vous vous rendez compte, 5 pour l'année 2019. Et en ce qui concerne l'année 2020, il y a déjà eu un cas, puisque que je ne dise pas de bêtises, le 27 mars 2020, en pleine pandémie, un groupe de mercenaires basés en Colombie devait passer la frontière pour assassiner le président Maduro, de hauts dignitaires du gouvernement bolivarien et de l'État vénézuélien. Ces gens-là ont été arrêtés, ces gens-là n'ont pas été arrêtés, sinon que leur chef vénézuélien, qui est un déserteur de l'armée, a donné immédiatement dans la foulée une interview à une radio colombienne qui s'appelle W Radio. Encore une fois, vous pouvez trouver l'interview sur YouTube. Je n'invente pas, je ne suis pas fou. Où le type assume complètement le leadership de ce groupe de mercenaires et assume complètement les objectifs. Or, il se trouve que cette personne a dit Juan Guaido était bien évidemment au courant. Ça, c'est très grave. Il dit Juan Guaido et des conseillers nord-américains. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, vous voyez, comme ça, aujourd'hui, nous sommes je ne sais pas si, le 2 mai, aujourd'hui 2 mai, Associated Press vient de révéler, ou en tout cas de lever le voile sur cette partie nord-américaine, et il s'agit d'un soldat, un bonnet vert des États-Unis, 3 fois étoile de bronze, donc très décoré pour son courage, entre guillemets, en Irak et en Afghanistan, qui était à la tête, on va dire, ou le lien, en tout cas, avec les États-Unis, de ce groupe de putschistes. Donc, vous voyez, c'est évidemment continu cette pression
à la fois institutionnelle, diplomatique, économique, psychologique et militaire contre le peuple vénézuélien qui jusqu'alors évidemment résiste avec brio. Terminons sur justement ces dernières semaines, parce qu'on a entendu à travers les médias occidentaux des choses, enfin, au milieu d'une pandémie, on a entendu des mouvements de bâtiments de guerre possibles des États-Unis, enfin, de la flotte américaine vers le Venezuela. On a entendu qu'une option militaire aurait été sur la table à un moment, une option militaire d'invasion. Enfin, si vous voulez, on a entendu tout et n'importe quoi. Alors, et on a entendu bien évidemment que le Venezuela s'effondrait par la crise. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Quel est l'état de la menace? Quel est l'état de la crise là-bas? Ce sera ma dernière question. Voilà. Alors, en fait, il y a deux questions dans votre question. Tant mieux, je vais essayer de faire court. Je vous le promets, Pierre-Yves. La première question concerne les menaces militaires. Il faut reprendre la chronologie. Le 27 mars 2019, donc il y a eu cette tentative d'intrusion de mercenaires depuis le territoire colombien. Et quelques jours avant, le procureur général des États-Unis, William Barr, avait mis à prix la tête du président Maduro, 15 millions de dollars, et de hauts dignitaires de la révolution bolivarienne, comme M. Diosdado Cabello, qui est président de l'Assemblée nationale constituante, 10 millions de dollars, et quelques autres sur la même ligne. Donc là, on est dans le Far West le plus complet. Pourquoi avaient-ils mis à prix leur tête? Pour narcoterrorisme. Alors évidemment, c'est très vague. Et dans la foulée, le président Trump a décidé d'envoyer une partie de l'armada du Southcom, donc pour aller vite, puisque j'ai promis d'aller vite et d'être synthétique, on va dire l'armée des États-Unis pour l'Amérique latine. Donc, pour une opération anti-drogue. Alors évidemment, pour ceux qui s'intéressent un peu au trafic de drogue dans la région, c'est une grosse blague, puisque 70% de la cocaïne, un petit peu plus maintenant, selon l'ONU, hein, encore une fois, je renvoie encore une fois vos auditeurs au rapport qu'émet l'ONU, et notamment son commissariat contre la drogue et le crime organisé. Donc 70% de la drogue, de la cocaïne est produite en Colombie, n'est-ce pas? Et il y a plusieurs études qui montrent que 84% de la drogue colombienne, mais aussi celle produite au Pérou et en très très moindre mesure en Bolivie, remonte par la côte Pacifique jusqu'en Amérique centrale et au Mexique pour être transportée aux États-Unis par la suite. 8% passent directement par la côte atlantique depuis la Colombie, et effectivement, 7% transitent par le Venezuela. Alors, cela ne veut pas dire que le gouvernement de M. Maduro est impliqué dans le trafic de drogue. Cela veut juste dire que le Venezuela est voisin du plus grand producteur mondial de cocaïne, et il est sur la route du plus grand consommateur que sont les États-Unis, et aussi sur la route de marchés divergents, notamment le Moyen-Orient et l'Europe. Donc, une position là un peu encombrante, on va dire, non? Je renvoie aussi vos lecteurs comment dirais-je, pour qu'ils puissent s'informer. Je suis désolé parce que de faire ça, j'aime pas vraiment faire de l'autopub, mais il se trouve que ce genre d'information n'est disponible malheureusement que sur mon blog. Je dis vraiment malheureusement parce que aucun média ne fait son travail correctement. Lorsqu'il s'agit d'accuser le Venezuela d'être une plateforme ou une plaque tournante de la drogue, tous à l'unisson répètent les singeries de l'administration Trump ou des précédentes, puisque ça ne date pas de Trump. Hein. Ce thème de la drogue au Venezuela date même de 2008, si vous voulez le savoir, et date même de l'expulsion de la DEA par le commandant Hugo Chavez du Venezuela.
Et donc, sur donc mon blog, il y a une interview du responsable, du directeur de l'agence antidrogue du Venezuela, avec des chiffres, il explique la politique du Venezuela contre la drogue, et je vous assure que ce n'est pas une politique dilettante. Donc, nous avons cette armada. Alors, effectivement, nous avons pu croire à un moment donné qu'elle avait été suspendue. Il n'en est rien. Le 30 mars 2020, c'est-à-dire il y a 3 jours, le président Trump a signé un décret. Comment? 30 avril, très cher. Autant pour moi, excusez-moi, il y a 3 jours. Le 30 avril, ouais, voilà, je me trompe dans les dates. Voilà, très bien, merci de me corriger. Le 30 avril 2020, le président Trump a signé un décret pour mobiliser la réserve de l'armée des États-Unis en vue de cette opération antidrogue dans les Caraïbes, avec évidemment le Venezuela en ligne de mire. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, une invasion, je ne sais pas. Personnellement, j'en doute, mais on peut s'imaginer n'importe quel scénario. En tout cas, le déploiement d'une telle force avec, je crois qu'il n'est pas inintéressant de rappeler que les Européens ont aussi des bateaux de guerre dans les Caraïbes, puisque sous couvert de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le RFA Argus de Grande-Bretagne est à Montserrat, donc dans les Caraïbes, le Karel Dorman des Pays-Bas est à Curaçao et le Dismude français est en Guadeloupe. Donc, si vous voulez, ça fait beaucoup de bateaux de guerre dans la région. Comme je vous l'ai dit, il peut y avoir, ça pourrait prendre, je ne veux pas faire de prospection, mais en tout cas, on peut légitimement dire que s'il y avait une agression manifeste contre le Venezuela, elle pourrait se transformer en un appui logistique aux différentes factions en guerre sur le terrain, comme je vous l'ai mentionné. Cela pourrait aussi prendre la forme d'un blocus naval. Alors ça serait évidemment une catastrophe pour le Venezuela. Et puis, de toute façon, ça occupe le gouvernement du Venezuela qui, évidemment, doit aussi faire face à la pandémie et à empêcher la diffusion du Covid-19 au sein de sa population, ce qu'il fait d'ailleurs avec brio, et ce qui nous amènera, excusez-moi, à votre dernière question. Donc, si vous m'avez dit, comment le Venezuela lutte-t-il contre la pandémie ? Parce que juste un point, il y a au moins un point sur lequel même des auditeurs qui ne sont pas d'accord, qui ne seraient pas d'accord avec vous, ce qui est tout à fait leur droit et leur droit, peuvent au moins être d'accord, c'est que le Venezuela, il y a eu des médecins vénézuéliens qui sont allés un peu partout pour aider, et jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, nous n'avons pas envoyé de médecins au Venezuela, jusqu'à preuve du contraire. Donc, si vous voulez, devant les yeux ébahis du monde, ce pays qu'on disait ruiné a envoyé une partie de son personnel soignant, alors peut-être pour certains dans une opération de com réussie, mais si c'est le cas, elle a réussi, mais en tout cas, ils l'ont fait. Donc, comment gère-t-il sur le terrain ? Oui, alors le Venezuela n'a pas envoyé de médecins à l'étranger, c'est Cuba qui a envoyé des médecins. Il y a eu une confusion légitime. Comment ? J'avais cru voir qu'en Italie, il y avait également des Vénézuéliens, mais pardonnez-moi. Non, effectivement, je suis allé voir c'était une conférence de presse du directeur de la santé de Lombardie qui effectivement disait grosso modo, ce n'est pas ces mots à lui, mais que dans une lutte comme ça, il n'y a pas d'idéologie et que si la Chine, Cuba et le Venezuela voulaient envoyer des médecins, qu'ils soient les bienvenus. Mais le Venezuela n'en a pas envoyé puisque le Venezuela, à la différence de Cuba, n'est pas une puissance médicale comme Cuba. En tout cas, Cuba, on a envoyé dans de nombreux pays, dont la France, soit dit en passant, puisque visiblement, il y a des médecins cubains en Guadeloupe et en Martinique. En Martinique. Pas en Guadeloupe, en Martinique. Alors, le Venezuela, je crois que cette pandémie nous montre plusieurs choses. Nous montre que pour sortir victorieux de cette pandémie, il faut une autorité légitime de l'État qui inspire confiance. Il faut un contrôle territorial du pays et il faut aussi
un feedback, je dirais, avec les citoyens du pays organisés. Il se trouve, et encore une fois, je crois que c'est très important de mentionner ce chiffre, qu'il y a eu une enquête menée par un institut de sondage privé, donc, et plutôt lié à l'opposition, qui a montré que 85% des Vénézuéliens faisaient confiance à Maduro et pour gérer la pandémie. Non, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En tout cas, 85% des Vénézuéliens ont dit Maduro, il le fait bien. Et surtout, 78% des Vénézuéliens interrogés considèrent que Juan Guaidó fait rien du tout. Donc là, vous avez un leadership évidemment qui évidemment est sorti renforcé. Pourquoi le Venezuela a si peu de gens contaminés? Pour une simple raison. La première raison, c'est qu'il n'a pas tergiversé, car il ne pouvait pas tergiverser. Le système de santé au Venezuela a bien entendu, comme d'autres secteurs sociaux ou économiques du pays, dû subir les conséquences du blocus des États-Unis. Donc il n'est plus aussi performant qu'il y a quelques années. C'est pourquoi le président Maduro a décrété le confinement avant même que la France ne soit confinée. Il y avait 2 cas de coronavirus lorsque le président Maduro a dit « hop, tout le monde en confinement, voilà ». Mais il y a eu aussi les moyens du confinement. C'est-à-dire, une chose est d'ordonner à la population de rester chez eux, et l'autre chose est que la population puisse rester chez eux. Donc, les loyers ont été suspendus, les loyers des particuliers et des commerçants ont été suspendus pendant 6 mois. L'État a pris en charge les salaires des petites et moyennes entreprises et industries. Il y a eu tout un système de bons d'ajustement salariaux, ce qu'on pourrait appeler un revenu universel, distribué aux Vénézuéliens à travers un système qui s'appelle le système de la patrie, dont je vais vous expliquer les tenants juste après. Il y a eu évidemment une interruption, donc par loi, des crédits et des remboursements de crédits. Et surtout une massification d'aide alimentaire à domicile, notamment par un système qui s'appelle le CLAP, qui est le Conseil locaux d'approvisionnement et de production, qui est une réponse de l'État à la contrebande d'aliments, à la contrebande d'extraction. L'État et les organisations populaires, encore une fois, vous voyez comme quoi tout se tient et c'est assez cohérent, a créé un système de distribution publique et participatif sur les produits de base du panier de la ménagère. Et c'est comme ça qu'au Venezuela, tous les mois, il y a 6 millions de familles, je répète le chiffre quand même, il y a 6 millions de familles qui reçoivent 17 kilos de nourriture. Chez moi, je le reçois. Et je crois que c'est très important parce que je connais mes voisins à Caracas, 80% de mes voisins sont d'opposition et pourtant ils reçoivent leur caisse d'aliments. Voilà, pour montrer aussi qu'on ne demande pas la carte du parti, on ne demande pas son opinion politique au moment de distribuer les aliments. Donc ça a été aussi la massification de ce système de distribution d'aide alimentaire à domicile. Et puis, là où c'est, je dirais, fantastique, c'est que le Venezuela a conçu un système qui s'appelle le système de la patrie, qui est un peu notre CAF ou notre CEPAM à nous en France. Et il y a 20 millions de Vénézuéliens inscrits. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire de s'inscrire, mais évidemment, on vous le recommande fortement. Et ces 20 millions de Vénézuéliens, alors le système de la patrie gère les allocations publiques en fonction du revenu, du nombre de personnes dans le foyer, etc., n'est-ce pas? Et dès que le président Maduro a décrété le confinement, ils ont lancé une enquête à travers ce système pour savoir si le nombre de personnes qui avaient des symptômes grippaux. Ce système, donc il y a eu 18 millions de réponses, je vous répète encore le chiffre, il y a eu 18 millions de réponses à travers ce système, et l'État a envoyé des médecins aux 300 000 personnes qui présentaient des symptômes grippaux. Évidemment, sur les 300 000 personnes, alors 300 000 personnes, le chiffre c'est sur 1 mois et demi, 300 000 personnes,
évidemment, 90% n'avaient, ou même plus que ça d'ailleurs, 99% n'avaient pas le Covid-19. Il faut savoir que le Venezuela, lorsque vous présentiez les symptômes grippaux, grâce à l'aide de la Chine, de l'Organisation mondiale de la santé et de la Russie, le Venezuela dispose d'une batterie de tests et donc ils testaient les gens pour savoir s'ils étaient positifs au Covid-19. Ils ont fait donc un dépistage massif. Ils ont réussi donc à isoler les personnes qui avaient le Covid-19, qui ont été pris en charge immédiatement dans des cliniques publiques spécialisées et uniquement dédiées au corona, aux soins du Covid-19, et évidemment ensuite fortement recommandé aux familles de ne pas sortir, et évidemment avec un suivi pour leur faire leur test et voir s'ils avaient été contaminés au Covid-19. Donc là, vous voyez que tout l'État, à travers finalement un système qui, comme je le rappelle, est assez proche de finalement de la CAF ou de la CEPAM en France, mais qui a été traîné dans la boue par la plupart des médias dominants, encore une fois, qui affirmaient que le système de la patrie était un moyen de contrôle dictatorial, etc. Bon, aujourd'hui, nous voyons bien que ce système a permis au Venezuela d'être un des pays les plus à la pointe dans la protection de sa population, et visiblement tellement à la pointe que l'Organisation panaméricaine de la santé est en train d'étudier le système vénézuélien pour essayer de le reproduire dans d'autres pays. Donc ça, évidemment, c'est une gifle à la plupart des soi-disant journalistes qui avaient critiqué ce système. Évidemment, on ne peut qu'applaudir et se féliciter, peu importe d'ailleurs nos opinions politiques, que le gouvernement vénézuélien arrive à protéger sa population de la sorte. Je voudrais juste terminer en tout cas cette partie en disant évidemment à vos auditeurs que vous n'êtes pas obligés de me croire, évidemment, c'est pas le problème, mais au moins vous avez un autre son de cloche. Et vous pouvez le comparer avec l'autre son de cloche que vous pouvez entendre sur les médias dominants, et surtout voir la cohérence des propositions communicationnelles ou d'information sur la longueur ou sur le temps long. Voilà. Romain Migus, merci beaucoup. C'était très complet. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir sur d'autres aspects de l'histoire du Venezuela et de son mode de fonctionnement et de son actualité. Je vous remercie beaucoup de nous avoir offert ce temps et toutes ces informations. J'espère que... Oui, dites-moi. Écoutez, merci à vous, de m'avoir invité. Merci à ceux qui nous ont écoutés pendant cette heure et quart. C'est assez long. Effectivement, il y a encore énormément de thèmes à toucher au Venezuela, et puis on pourrait aussi parler d'autres pays d'Amérique latine. Ce sont des sujets passionnants et que je pense qu'il ne faut pas regarder avec un œil franco-centré ou occidentalo-centré. Vraiment voir la particularité de ces options politiques, parce qu'elles sont très vivantes et finalement je pense qu'elles nous parlent beaucoup. Nous partageons ce point de vue. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Vous voulez vous tenir au courant de nos initiatives? Suivez-nous sur Facebook, abonnez-vous à nos groupes.